Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bien heureux de vous rejoindre, de rentrer comme ça dans vos oreilles encore aujourd'hui. Mes acolytes, M. Michel Saint-Pierre, M. Yannick Patelli, messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel, bonne quotidienne à tous. Nous avons deux invités en Zoom aujourd'hui. Tyler McCann, que vous connaissez bien puisqu'il participe de façon très régulière à nos quotidiennes, directeur général du CAPI, de l'ICPA, l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Bonjour Tyler. Et vous avez avec vous, dans votre compagnie aujourd'hui, Angèle Poirier, qui est une associée à la recherche, en fait, pour le CAPI depuis à peu près un an. On est avec vous aujourd'hui pour échanger sur l'agriculture, évidemment, du Canada et la vision de l'agriculture dans le monde. Et on va essentiellement s'appuyer sur un texte, en fait, qui va être publié dans le journal La Vie agricole du mois de mars prochain, donc dans quelques jours, qui s'appelle « Un appel à l'action pour une stratégie plus ambitieuse en matière de sécurité alimentaire mondiale et de changement climatique dans un monde affamé ». De ce texte, en fait, on comprend, vous me direz l'un et l'autre, en fait, ce qu'on comprend de ce texte, c'est que si le monde a faim, le monde va devenir plus dangereux, en fait. Donc il faut nourrir le monde. C'est comme ça qu'on pourrait symboliser votre texte? Oui, en fait, le lien est très ferme entre la sécurité puis la sécurité alimentaire. Puis c'est important d'être conscient du fait qu'on est obligé d'alimenter le monde. On devrait être prêt puis capable de produire assez d'aliments, d'utiliser les outils qu'on a, comme le terre, l'eau, les intrants, pour s'assurer qu'il y a une production suffisante des aliments. Et le Canada, en fait, vous expliquez dans ce texte, le Canada est un chef de file dans l'élaboration de solutions, finalement, aux défis critiques qui nous attendent, en fait, qui sont, entre autres, les changements climatiques, qui vont avoir beaucoup d'incidences sur notre agroalimentaire. Quel rôle, en fait, le Canada peut jouer, et puis comment le Canada, en fait, a œuvré dans les derniers temps, parce que vous parlez aussi d'un événement qui a eu lieu où vous dites, se rencontrer, en fait, les ambassadeurs du Japon, de la France, de l'Égypte, le haut-commissaire du Canada, du Royaume-Uni, l'ancien conseiller de la sécurité nationale du Premier ministre. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, et des décideurs aussi, des dirigeants même d'industrie canadienne, donc beaucoup de décideurs politiques et de dirigeants canadiens qui, finalement, ont eu des rencontres pour essayer d'évaluer, en fait, notre avenir agroalimentaire et l'avenir agroalimentaire mondial, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a un intérêt dans tout qui se touche de sécurité alimentaire beaucoup plus large qu'au début. Avant, c'est clair que les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui sont pas de nouveaux, mais c'est clair qu'il y a un intérêt beaucoup plus grand qu'avant l'invasion russe. C'est pour cette raison-là, je pense qu'on était capable d'attirer plus de monde. Mais comme vous avez mentionné, l'ambassadeur japonais était présent. Les Japonais, le Japon est un pays qui est très conscient de la sécurité alimentaire, veut s'assurer qu'ils peuvent nourrir eux-mêmes, veut s'assurer que eux peuvent pas produire assez pour être suffisant, pour être autosuffisant. Ils veulent des relations, ils ont besoin de commerce international, ils ont besoin des relations plus fermes avec le Canada pour s'assurer qu'ils vont être capables de tout s'alimenter. Est-ce qu'on peut dire, en fait, parce qu'en fait, on entend souvent le discours, il y a une sorte de contradiction entre le discours produire plus un autre discours parallèle qui est sur la décroissance, parce que finalement, en produisant plus, on utilise plus d'énergie. Puis, en fait, le constat qu'on fait quand même en vous lisant, c'est que la décroissance, c'est pas réellement une solution. Il faut trouver des solutions par la science pour produire plus. On n'a pas réellement le choix en fonction de l'explosion démographique. Oui, c'est ça. Je pense que la croissance est important, mais la croissance peut pas être fait de la même manière que nous avons augmenté la production pendant le passé. Pendant le passé, on a converti beaucoup de terres dans la production agricole. C'est pas vraiment, ça devrait pas être une option encore. On a rasé des forêts partout dans le monde pour produire du maïs et du soya. Ça devrait pas être
une option, c'est pas une façon durable d'augmenter la production. On devrait être beaucoup plus intelligent avec notre façon d'utiliser les intrants comme d'engrais, comme les pesticides. C'est pas une question de les pas utiliser, mais on devrait être plus intelligent avec comment on les utilise. Puis je pense que cette façon de penser, d'être plus stratégique avec la croissance, de s'assurer que la croissance est liée à la durabilité est important pour l'avenir. Et c'est clair qu'une façon de régler cet enjeu-là aussi, c'est de s'assurer qu'on est en train de travailler plus fort pour minimiser le perte des aliments et le gaspillage aussi. Alors, Angèle Poirier, peut-être nous répondre, en fait, à nous rentrer dans la discussion avec nous sur ces enjeux, mais peut-être dans un premier temps, peut-être nous expliquer quel est votre rôle de chercheur au CAPI, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit à notre quotidienne. Oh oui, merci beaucoup et j'apprécie énormément cet accueil très chaleureux. Oui, je m'appelle Angèle Poirier. Je suis avec l'ICPA depuis décembre 2021. Donc, ça fait un peu plus d'1 an. Je suis associée de recherche et l'ICPA, gracieusement, m'a engagée pendant que je terminais ma maîtrise en économie. Donc, j'ai une maîtrise en économie, pas en agriculture, mais dans une ancienne vie, j'étais aussi agricultrice dans la Saskatchewan et j'habite présentement à Regina, Saskatchewan. Et quelle lecture vous faites, vous, de cette situation, en fait, de l'agroalimentaire aujourd'hui, de comment on doit gérer notre production canadienne et nos exportations? Est-ce que vous avez une lecture particulière par rapport aux recherches que vous faites? Mais quand je regarde ces enjeux, c'est des fois difficile de laisser de côté peut-être mon billet en tant qu'ancienne agricultrice. Je soutiens absolument ce que Tyler vient de mentionner. Un point fort qui m'avait frappé que l'ambassadeur japonais avait dit était à quel point ils sont dépendants des importations. Et ça m'a vraiment frappé parce que je suis canadienne et je suis peut-être un peu aveugle ou naïve à ce qui se passe du point de vue des autres pays. Mais nous, en tant qu'exportateurs importants, nous avons un rôle à jouer et c'est comme si que dans l'économie globale, nous jouons, c'est comme un concert. Et parce que nous sommes des exportateurs, il y a des pays qui sont de grands importateurs et ça prendrait comme un chef d'orchestre pour tout gérer ça, pour que tout le monde joue ensemble pour, comme Tyler vient de mentionner, nourrir le monde. Ça prend une coopération. Alors, dans ce grand orchestre, Michel Saint-Pierre, comment on peut... Est-ce que le Canada peut jouer le rôle de chef d'orchestre dans toute cette gamique? Chef d'orchestre, c'est un grand mot, mais peut certainement jouer un rôle, exercer un certain leadership. Et quand on regarde et qu'on analyse un peu cette situation-là, on se trouve qu'il y a un petit peu de paradoxe entre justement la nécessité de nourrir le monde et puis quand on regarde les prévisions, on parle de 10 milliards d'habitants dans un temps pas très loin. Et de l'autre côté, le fait que nous-mêmes, on n'utilise pas notre sol, nos terres de façon, je dirais, ni intensive dans le sens de toutes les utiliser, ni peut-être de la bonne façon non plus. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser et avant d'être un chef d'orchestre, il faudrait peut-être montrer donner l'exemple, puis dire, on donne un exemple en produisant mieux, en allant chercher le maximum de nos ressources. Au Québec en particulier, je donne un exemple parce qu'on connaît bien le territoire, à peu près 40% de notre territoire agricole qui est pas très grand là, par rapport à Saskatchewan, soit dit en passant, le territoire agricole tel que défini ou dans notre zonage est 7 fois moins grand que celui de Saskatchewan. Donc, on n'est pas une grande province agricole. Des fois, c'est pas le fun de dire, là, mais il y en a qui pensent que c'est immense, le Québec, parce que on a un territoire extraordinaire. Mais en agriculture, on a un petit territoire agricole. Et l'utilisation qu'on en fait en tout cas, est questionnable, à tout le moins, avec 40% de ce territoire-là qui n'est pas utilisé actuellement. Alors, tout ça, ça nous amène à dire, on peut, oui,
être un acteur important dans ce débat-là. Et on l'a été à certains moments. Il y a eu, par exemple, le Congrès mondial des agronomes 2012 qui portait justement sur un thème sur nourrir la planète. Et les gens de partout dans le monde étaient venus pour trouver justement des solutions. Et je dirais que je ne peux pas véritablement répondre à la question est-ce qu'on peut être le chef d'orchestre, mais on peut certainement commencer à donner l'exemple, mieux utiliser notre sol. Et puis, beaucoup d'autres enjeux. Là, je vais laisser nos invités en débattre, mais il y a beaucoup d'autres enjeux. La façon qu'on a, par exemple, exploiter, si on veut, les territoires en dehors de nous, l'Afrique en particulier, dans des monocultures, alors que nourrir leur petite population, elle n'est pas si grande que ça là-bas, était déjà est un problème. Est-ce Tyler et Angèle, est-ce qu'une réponse en fait aux changements climatiques qui sont réels, qui sont devant nous, c'est effectivement un peu comme dit Michel, la rotation des cultures en fait? Est-ce que c'est d'aujourd'hui se dire il va falloir produire plus, il va falloir nourrir le monde, le Canada va avoir un leadership dans ce sens, mais avec une responsabilité environnementale qui devra être exigeante? Oui, mais j'aimerais juste reprendre le point en avant que Michel a fait sur le fait que le Québec est un petit producteur comparé à la Saskatchewan. Mais des fois, on oublie que le Canada eux-mêmes, nous sommes un pays vaste, mais en ce qui concerne les terres agricoles, les superficies utilisées pour la production agricole, nous sommes enfin le 12e plus grand pays du monde. Je pense, mais les autres comme la Chine puis comme les États-Unis, ils utilisent toute leur production pour nourrir eux-mêmes. Ça nous laisse comme un grand exportateur. Je pense qu'il y a des parallèles aussi avec Québec. C'est pas nécessairement un très grand producteur, mais le Québec exporte du porc, du sirop d'érable, des autres produits, il l'exporte aux autres provinces puis autour au monde. Je pense que mais tout ça, je retourne au point sur le fait que toute la production, on devrait trouver des façons plus durables. On devrait trouver des façons pour s'assurer que on peut continuer d'exporter, on peut continuer de produire, mais peut-être qu'il y a des systèmes mieux ciblés où il y a des meilleures façons de produire qui peuvent nous aider. J'aimerais ça revenir peut-être sur un thème qui est important là-dedans, c'est sécurité alimentaire et sécurité tout court, là, et la paix, si on veut, appelons ça d'une autre façon. Sécurité alimentaire et la paix dans le monde, c'est pas très très loin, les deux. Vous le faites ce lien-là, et je le trouve intéressant, et on parle pas souvent de cette façon-là. Hein. Oui, le lien est très direct. Il y a un cercle entre la sécurité alimentaire et la sécurité civile. Puis c'est un façon, et certainement c'est un place où on peut jouer un plus grand leadership. Il y a un place où on peut s'assurer que c'est pas seulement une question de produire plus ici au Canada, mais de s'assurer qu'on est en train de donner des outils, puis d'appuyer la production en Afrique, en Asie. On a certainement un grand enjeu dans les autres pays, c'est l'infrastructure, puis les chaînes de valeur qui existent. Nous avons une expertise. Ici, il y a des expertises à Laval, par exemple, à l'université, qui sera comme peuvent être mieux utilisées pour appuyer la croissance de production. Dans le monde, c'est une façon où on peut amener comme du leadership sur ces questions-là. Alors, il y a un lien entre sécurité alimentaire et paix dans le monde. Comme disait Michel, ça revient un petit peu à la première question que je vous posais. Quand vous disiez dans votre texte, si le monde a faim, le monde est effectivement plus dangereux. On va à une courte pause, on revient tout de suite pour la suite de la quotidienne.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, Ciel 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 à La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 Coaticook, 103.7 Actonville, 101.9 Chypre et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Voilà, merci à Tyler Meiken et Angèle Poirier de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires d'être avec nous dans cette quotidienne. Et comme vous l'avez entendu pendant la pause, nous sommes, en plus d'être diffusés sur notre site, repris dans 13 radios FM partenaires. Nous les remercions pour la large diffusion maintenant de ces contenus audio. On parlait tout à l'heure, juste avant la pause, en fait, donc des risques en fait qui sont devant nous pour ce qui est de la sécurité alimentaire. Alors, on savait depuis quelques années, on a beaucoup parlé des changements climatiques. On sait très bien que les changements climatiques auront un impact sur nos vies et notamment sur notre alimentation. Mais le risque nouveau depuis un an, et puis on le voit, ça s'accentue, c'est quand même la situation géopolitique. D'ailleurs, vous en parlez très bien dans le texte qui va être diffusé au mois de mars dans notre journal. Et je dirais à l'heure même où aujourd'hui même, on s'inquiète, la semaine dernière, des ballons chinois au-dessus de nous, on s'inquiète maintenant même de TikTok. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une situation politique un petit peu plus grave que ce qu'elle était il y a encore un an. On se demande même si la guerre élargie n'est pas une réalité. Face à ça, je voyais en fait dans votre texte, vous disiez que le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, dans l'échange qu'il y a eu récemment, soulignait quand même qu'il était important donc, que le Canada crée des produits de qualité supérieure, mais il ramenait aussi dans son discours l'importance de l'approvisionnement en engrais, entre autres. Parce que pour avoir une qualité supérieure de nos aliments au Canada, ça prend de l'engrais. Mais dans le contexte géopolitique qu'on vit actuellement et qui s'aggrave un peu, est-ce qu'il n'y a pas une réelle inquiétude qu'on ne puisse pas finalement réaliser cette qualité d'alimentation supérieure si on n'a pas accès aux engrais? Tyler ou Angèle ou les deux? Oui. Oui, excusez-moi, je pense que j'ai manqué une dernière question. Mais certainement, je pense qu'il y a des questions. Toute la façon de produire les aliments est devenue beaucoup plus stratégique aujourd'hui. Puis ça inclut certainement l'approvisionnement des intrants puis des autres produits. Puis nous sommes pas capables d'être un leader puis d'être un fournisseur de sécurité alimentaire si nous n'avons pas le même accès à des intrants comme des engrais. Puis on a vu vraiment des réactions très sévères sur l'engrais. Le Canada était un des seuls pays au monde qui a mis des douanes sur les importations des engrais russes puis de Bélarus. Ça, c'est en train d'avoir un impact sur nos producteurs dans l'Est du Canada en particulier. Angèle vient de travailler sur un rapport sur les enjeux de l'approvisionnement de l'engrais. C'est clair que c'est un enjeu stratégique. Puis ici, on n'a pas des politiques en place qui s'assurent qu'on a accès à d'engrais puis qu'on peut l'utiliser aussi.
on ne peut pas maximiser notre production durable au Canada. Les deux sont liés beaucoup. Oui, Angèle, sur justement l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport au fait qu'on n'aurait pas accès à des engrais ou moins facilement accès parce qu'ils sont surtaxés. Est-ce qu'on va quand même pouvoir répondre aux demandes de Raph Goodell, mettons au commissaire du Canada au Royaume-Uni, qui dit c'est important d'avoir une qualité supérieure si on veut être un peu, comme vous dites, le chef d'orchestre de tout ça. Mais si on n'a pas les matières premières pour le faire, si on n'a pas les matières premières d'intrants pour le faire, on fait comment? Oui, exactement. C'est clair, c'est une donnée qu'on peut absolument pas argumenter avec, que si on veut faire l'agriculture sans l'engrais, que les rendements vont être beaucoup plus bas. Et comme on vient de mentionner tantôt, le Canada, grand exportateur, ainsi que grand exportateur net, c'est-à-dire que nous importons beaucoup moins que ce que nous exportons. Et on va pas pouvoir garder cette place-là dans le monde et notre rôle comme pourvoyeur alimentaire mondial sans, comme vous le dites, l'accès aux matières premières, y compris l'engrais, terre, eau, etc. J'avais une question concernant les changements ou les réchauffements planétaires. Il y a quelques années, et j'étais à Capi à ce moment-là, on extrapolait en disant ça pourrait nous permettre au Canada, puis dans l'ensemble, je pense, du Canada, d'avoir des gains en termes de capacité agricole, agrandir à toute fin utile notre territoire étant donné les unités thermiques. Je me pose la question, 10 ans plus tard, si c'est pas un peu tout ça remis en question par les extrêmes bouleversements qu'on vit actuellement. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui avait été un peu oublié ou négligé à l'époque, mais aujourd'hui on le constate. Et quand on voit par exemple la sécheresse qui a touché cette année l'Europe et les perspectives de réchauffement qui sont plus grandes qu'ailleurs en Europe, qui est pourtant un grand pays, un grand continent et des pays comme la France, des grands producteurs agricoles. Quelle lecture faites-vous de cette réalité-là qui nous apparaît être un peu un incontournable? Les bouleversements, des changements climatiques, des sécheresses, des extrêmes de température que même nous ici on vit. Alors, on peut en dire quoi pour l'avenir? Oui, c'est intéressant. Monsieur, je l'ai déjà vu chez nous. Je viens de l'autre bord du Gatineau, de l'ouest du Gatineau, puis quand j'étais jeune, on voyait jamais du soya chez nous, mais maintenant, il y a des soya semés partout. On voit qu'avec le réchauffement du climat, les terres agricoles sont en train de changer. Avec le carbone qui est dans l'atmosphère, ça aide les plantes à augmenter la production aussi. Ça peut avoir un bénéfice pour les rendements. Mais c'est clair que les défis très grands de météo extrême est énorme. Puis ce qu'on entend, c'est que dans l'Ouest canadien, par exemple, on va avoir moins d'eau. Dans l'Est canadien, on va avoir plus d'eau. Mais ça va être, dans les deux cas, ça va être d'eau plus souvent. Pas plus souvent, moins souvent, mais avec plus d'eau quand on le reçoit. Ça va être un défi pendant le printemps de semer les récoltes, puis dans l'automne de faire la récolte peut-être avec la pluie qu'on va avoir. Ça va changer les risques qui font faire face les producteurs avec toute leur production. Oui, je pense que c'est pas complètement clair. Oui, on va gagner. La superficie va augmenter. Le chaleur va nous aider, mais les risques de météo extrême vont augmenter, puis ça va augmenter les risques pour les producteurs aussi. Il y a peut-être des choix de culture également qui vont devoir se faire à ce moment-là, des choix différents peut-être. Oui, absolument. Puis c'est toute une question de est-ce que nous sommes assez conscients du fait qu'on de l'importance de l'adaptation. Certainement,
on parle très souvent de la rôle de l'agriculture comme un outil pour diminuer les changements climatiques. Nous sommes un place où on peut augmenter les stocks de carbone dans le sol. Nous sommes un outil pour diminuer les gaz de effet de serre, mais il y a toute une autre question de la question de l'adaptation. Est-ce que nous sommes en train vraiment de s'assurer qu'on nous avons des outils comme des nouvelles variétés des plantes, comme des nouvelles façons de produire des aliments qui sont mieux adaptés à cet avenir, un avenir qui est pas pareil de ce qu'on voit aujourd'hui. Mm-hmm. Si je peux me permettre d'intervenir, j'ajouterais à ce que Tyler vient de dire, j'avais la même réflexion. Quand je regarde, comme vous dites, Michel, tous les changements qu'on voit au plan mondial, les sécheresses et toutes sortes de changements qui nous viennent tellement rapidement. Et comme j'avais mentionné tantôt, ça prendrait, je pense, une coopération à l'échelle mondiale, mais pour approvisionner cela, aussi une innovation. Quand je regarde la façon dont nous avons fait la ferme, par exemple, en Saskatchewan, il y a 10 ans, c'était très différent par rapport à ce que mon beau-père avait fait et sa génération. Donc, si on voit de grands changements et de l'innovation et vraiment une évolution de nos pratiques de génération en génération, pour moi, ça me donne une lecture un peu positive parce que je pense que si on a les problèmes comme on voit à l'échelle mondiale, sécheresse, etc., ça va motiver une réflexion et une innovation accrue. Oui. Mm-hmm. Donc, ça va être un processus d'adaptation qui va être constant. On sera jamais sur l'arrêt complètement là, pour dire on va faire des choses comme ça. On va toujours devoir regarder des moyens d'adapter à ces réalités changeantes-là. Hein. Je pense, juste à titre d'anecdote, je rencontrais un producteur italien de vin. L'Italie est le plus grand producteur de vin au monde. Là, et qui me disait que selon lui, et il semble s'y connaître, l'avenir n'était plus au vin en Italie. Dans le fond, quand tu parles d'avenir, il parle peut-être de 25 ans en avant, mais il disait c'est plus ici qu'on devrait investir pour faire développer encore la production de vignes. Faudrait trouver ailleurs. Ailleurs, c'est peut-être l'Amérique latine. C'est peut-être nous ici aussi, hein? Un peu, je sais trop, là, mais c'est quand même une anecdote de quelqu'un qui est dans le milieu et qui dit l'avenir n'est plus ici. Alors, c'est assez incroyable. C'est comme anecdote, là. Ça veut dire qu'eux aussi vont devoir se remettre en question à un moment donné. Oui, alors c'est ça, les changements climatiques vont remettre tout le monde un peu en question et tout le monde va devoir se poser la question quelles sont les bonnes cultures pour sa région. Mm-hmm. Peut-être un dernier point, il nous reste 2 minutes. J'ai vu aussi dans le texte, Tyler, que tu mettais de l'avant pour le mois de mars, l'importance que l'agriculture ne vive pas en silo. Qu'il y ait une sorte de coordination, d'échange. Je voulais voir, en fait, parce que je voyais en fait avec les différents justement ambassadeurs qui étaient présents, dirigeants, en fait, il y a quand même une volonté, ça c'est peut-être un gain de la pandémie, on dirait que l'agriculture, on s'y intéresse aujourd'hui, l'agroalimentaire, on s'y intéresse, et on dirait que les autres ministères autres que l'agriculture, c'est vrai au Canada, et je pense que c'est vrai au Québec, aujourd'hui on dirait que les autres ministères se disent, c'est vrai, il y a l'agriculture aussi. Avant on ne disait pas, il y a l'agriculture. Je pense qu'il y a peut-être plus de consensus ou d'échanges entre les différents ministères. Oui, c'est intéressant. Avant l'événement que nous avons tenu en Ottawa, nous avons invité, par exemple, Affaires étrangères à venir nous participer. C'est intéressant de voir la réponse. Puis je crois pas, je suis convaincu que les gens, même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des silos qui sont là, qui existent, qui durent encore, qui ont besoin d'être brisés pour s'assurer qu'il y a vraiment une collaboration accrue. Je pense que les gouvernements, le ministère de l'Agriculture fédéral travaille avec MAPAC et avec les autres, peut-être mieux que le ministère de l'Agriculture fédéral travaille avec les autres ministère fédéral. C'est un défi. Puis ça devient tout un défi de s'assurer que les pays peuvent fonctionner ensemble aussi, parce que un seul pays va pas régler ces questions-là. On a besoin de trouver des façons d'encourager la collaboration, mais ça devrait être pas seulement les ministères de l'Agriculture, mais encore les ministères de l'Innovation, les ministères de l'Investissement, les ministères de Santé puis de l'Environnement,
tout ensemble et travailler dans la même sur la même voie, sur la même voie. Chantier. L'importance de la synergie, comme on disait Michel. Oui, bien, je pense qu'il a raison. S'il y a des rapprochements, ils sont timides encore. Parce que les silos étaient très, très solides à l'époque. J'ai dirigé le ministère de l'Agriculture au Québec, le MAPAC, et c'était on parlait pas beaucoup de liens là, interministériels. Là. Bon, aujourd'hui, l'agriculture, c'est vrai que dans l'opinion publique, dans les médias, occupe plus de place qu'elle n'en occupait. Ça, c'est clair. Est-ce que ça veut dire le début d'une ouverture plus grande, de liens plus étroits qui vont se faire? Je le souhaite, je pense. Ça sera le sujet d'une prochaine quotidienne. C'est tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette quotidienne avec Tyler et Angèle du Capi.